Très heureux de vous retrouver en direct depuis le studio artistique de la radio KMTB et mettant sur la bande FM 102.7 en direction de la ville de Lomé. Et 16 environ, vous êtes bien au plateau de votre émission Grand Jury KMTB VGK. Cette émission à travers laquelle nous vous proposons des commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes en studio autour des sujets d'actualité. Pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego, technique et mise en onde Malix Magloire. Ce matin, parlant d'actualité, nous allons revenir sur la sortie des églises du Togo appelant à l'opération des réformes institutionnelles et constitutionnelles, à l'opérationnalisation, voilà, des réformes institutionnelles et constitutionnelles avant la présidentielle de 2015 et également les candidatures qui s'annoncent pêle-mêle parlant de ou partant de Alberto Olimpio à Jean-Pierre Fabre. Quel gage pour une élection réussie en 2015. Voilà tout pour ce que nous pourrons dire. Et si le temps le permet, nous allons revenir sur la sortie de Togbi Niblin qui appelle à la démission du président Fornia Singbe avant la présidentielle de 2015. Et pour en parler, nous recevons Justin Anani, journaliste freelance. Bonjour Justin. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les fidèles de cette émission. Et bonjour également à Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau dans les kiosques depuis lundi. Bonjour Ibrahim. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et rapidement, commençant par vous, si vous permettez rapidement la lecture que vous faites de la sortie des églises du Togo, puisque ça continue de persister, surtout avec l'appui que lui apportent les diplomates accrédités dans notre pays. Vous savez, les réformes dans notre pays sont une exigence. Je pense que personne ne peut se soustraire à ces réformes. C'est voulu par l'accord politique global signé en 2006. Cet accord, vous savez, les contextes dans lesquels cet accord a été signé, ça a été signé parce que les Togolais étaient allés à un dialogue entre Togolais pour pouvoir dégager les zones de nuages qui assombrissaient le ciel politique togolais. Et donc c'est à la suite de cet accord politique global qu'il a été convenu d'aller vers les réformes. Les réformes, pourquoi? Parce que vous savez que le Togo a été régenté par le régime RPT. Le régime RPT, sous Feu et Adema, était qualifié d'un régime qui évoluait dans un déficit démocratique. Et donc avec l'avènement de Faure Gnassingbé, il fallait quand même revoir le système politique togolais et aller vers l'instauration ou bien l'enracinement de la démocratie. Donc à la suite de ce dialogue que je vous parlais, le dialogue intertogolais, il a été convenu de revoir tout le mécanisme pour pouvoir lancer le Togo sur orbite en matière de réforme, en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme et surtout remettre en place des institutions beaucoup plus démocratiques qui vont régenter la vie du pays. Et donc, c'est à la suite de ce dialogue que l'accord a été signé et ils ont prévu dans une disposition de cet accord politique global les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais il se passe que depuis un certain temps, avec le rejet du projet de loi introduit par le gouvernement concernant ces réformes, rejeté par la majorité présidentielle, c'est-à-dire le groupe parlementaire RPT, Unir, parce que je rappelle que le RPT a été dissous. Le groupe parlementaire Unir, il y a eu des voix aussi de certaines personnalités qui ont estimé que la page de ces réformes était déjà tournée, et ce qui est d'une aberrance. Peut-être rapporter un peu d'eau à votre moulin, c'est le ministre de l'administration territoriale Gilbert Bahara qui l'avait annoncé sur une chaîne étrangère, et également il a été appuyé dans sa déclaration par le président de la Cour constitutionnelle Abdou Assouma, qui à travers une interview lui accordée par Republic of Togo a été très clair. Oui, c'est ce que nous disons, que c'est certaines personnalités et des rangs de Unir qui se sont évertués à dire aux gens que vraiment ces réformes, c'est-à-dire le processus pour aller vers ces réformes était totalement tourné et que c'est fini, on n'allait même plus aller à ces réformes, que l'urgence maintenant c'était d'aller aux élections présidentielles. Alors vous savez que quand on ne fait pas les réformes, on ne peut pas aller aux élections de façon aussi apaisée. Donc moi, à mon avis, c'est un groupe de zélés qui s'est laissé aller à des déclarations fracassantes et intempestives qui ne sont pas de nature à assurer la sérénité, l'esprit de cohésion, l'esprit d'ouverture et surtout l'esprit de relance du pays voulu par le chef de l'État lui-même, Faure Gnassingbé. Vous savez que Faure Gnassingbé était porteur d'un slogan que nous appelons le renouveau. Le renouveau suppose
revoir les choses, faire les choses autrement et amener les Togolais à s'intéresser à leur pays et surtout redorer l'image du pays parce que le flux d'informations que le Togo envoie vers l'extérieur, ce n'est pas des informations aussi reluisantes par rapport à l'image de notre pays. Donc il va falloir revoir tous ces mécanismes, aller vers la modernisation de nos institutions, aller vers les réformes même de la Constitution pour doter notre pays d'une Constitution démocratique et acceptable par tous qui respectent les standards internationaux. Donc disons c'est des zélés qui se sont laissés aller à des déclarations fracassantes et ils n'ont pas, à mon avis, aidé le camp dont ils se réclament. Ils ont plutôt jeté le doute dans l'opinion sur les vraies motivations de ce camp à opérer les réformes dans notre pays et à assurer un avenir démocratique et radieux à notre pays. Assurer un avenir démocratique et radieux à notre pays, ça doit dépendre des réformes, sauf que Justin Anani, depuis quelques jours, cette question bat son plein au cœur des débats sur toutes les chaînes, que ce soit du pays ou à l'étranger. Et est-ce à dire aujourd'hui que cette question des réformes mérite d'être encore disputée quand on sait que ceux qui doivent mettre en œuvre ces réformes estiment que les pages sont déjà tournées? Bon, moi, je pense que c'est une question de volonté politique. Et lorsque vous analysez la situation aujourd'hui, ça démontre à suffisance que Faure Gnassingbé n'a pas cette volonté politique-là d'opérer des réformes. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il s'était question d'opérer des réformes en matière judiciaire ou institutionnelle dans notre pays, effectivement, le confrère l'avait fait remarquer tout à l'heure. Donc, il y a débat conduit le Togo dans un état vraiment de délabrement total, avec la dictature, avec toutes les conséquences que tout le monde connaît aujourd'hui, où des milliers de Togolais sont aujourd'hui réfugiés à l'extérieur. Donc vous comprendrez aisément que nous sommes dans un pays pratiquement, pour ne pas dire la jungle. Mais une fois que le constat a été établi, les populations sont sorties depuis le 5 octobre pour réclamer la démocratie au Togo. Mais eu égard à tout ce que nous avons connu comme les soubresauts, les agissements, ou qui a conduit même à la conférence nationale souveraine, et puis par après avec les coups de force, la transition a échoué, mais il s'est avéré qu'on ne peut pas continuer par naviguer à vue. Donc il va falloir que le pays puisse aller de l'avant. Je passe par là peut-être pour présenter un tout petit peu l'historique de ce qui s'est passé. Maintenant, c'est là où nous sommes arrivés pratiquement à une période donnée où il y a des de façon unilatéralement à faire en sorte que la COCA de Lomé qui a été signée, qui devait être respectée par les partis, et Adema a mis tellement de bordel et cet accord n'a pas été respecté. La conséquence directe, c'est quoi? On a modifié, on a organisé une élection législative de façon unilatérale, l'opposition n'a pas pris part, et c'est à l'issue de cela qu'on a modifié la constitution aujourd'hui que nous avons aujourd'hui. Cette constitution, la modification, a porté un coup dur donc, dans la vie de ce pays. Et c'est ce qui a amené progressivement avec la pression des diplomates de l'Occident et que le Togo s'est engagé finalement à prendre les 22 engagements. C'est quand même notre aspect que beaucoup ignorent. Ceux-là qui s'agitent, qui font des déclarations comme quoi la page des réformes est définitivement, je dis que ce sont des gens, entre guillemets, qui ne maîtrisent pas forcément les donnes politiques. Soit ils sont des zélés. Ils font peut-être leur lecture de la chose. Ils sont zélés, ils font des déclarations vraiment tapageuses. C'est pour dire que depuis le 14 avril 2004, le gouvernement togolais s'est rendu à Bruxelles, en Belgique, devant l'Union européenne et qui a pris les 22 engagements en son temps. Mais l'application de ces 22 engagements a véritablement posé des problèmes. Et qu'après 2005, Adema a quitté le monde des vivants, avec tout ce que nous avons connu avec le coup d'État de son fils ministre, député au Parlement, président du Parlement, qui a chamboulé tout. Un crime imprescriptible par la Constitution togolaise. Et après, il y a eu quand même une élection régulière. Quelle élection régulière? Où on a vu des militaires, s'emparer des unes, courir dans les rues de Lomé, tout avec les conséquences, il y a eu des morts, des rapports l'ont dit. Mais eu égard à tout cela, il va falloir quand même que les acteurs politiques puissent s'asseoir. Ce n'est pas parce qu'on a tué des gens et qu'un régime est appuyé par les militaires s'instaure pour voir qu'on ne peut pas aller de l'avant. C'est là où le Faure Gnassingbé a pris l'engagement comme quoi les acteurs doivent se retrouver autour d'une table pour parler. Maintenant, moi je dis que l'accord politique global dont il est question aujourd'hui, dont les reliquats sont encore de mise, c'est cet accord qui a légitimé Faure Gnassingbé. Donc si aujourd'hui Faure Gnassingbé ne pense pas peut-être opérer des réformes, je pense que le monsieur, une fois arrivé au pouvoir, c'est redoré blason et puis il a essayé maintenant de se maintenir comme son papa. Le constat aujourd'hui, tous ceux-là qui étaient derrière lui, au moment où il prenait les engagements d'opérer des réformes, tout,
Ceux-là sont aujourd'hui dans sa déshydratation totale. Le constat est là aujourd'hui, le cas de Passa Bodjuna, je ne voudrais pas en parler. Parce que ce sont les lots qui se mangent entre eux, je ne voudrais pas trop en parler. Mais je fais également observer qu'aujourd'hui, c'est une question de volonté politique. Donc, si on parle des réformes et que les bailleurs, dans un premier temps, ont sonné les acteurs politiques, notamment le pouvoir, et que a opéré ces réformes, et le chef de l'État même a parlé dans son discours de ces mêmes réformes. Une fois les élections législatives terminées, parce que c'est une question qui date de longue date. Et je fais également observer que dans les 22 engagements, il était question, dans les engagements pris, qu'il fallait organiser aussi, dans les plus brefs délais, les élections locales. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Maintenant, opérer des réformes, c'est une question qui est contenue dans l'accord politique global, signé le 20 août 2006. Et je faisais observer tout à l'heure que c'est cet accord qui a légitimé Faure Gnassingbé aujourd'hui. Il est dans les avions un peu partout, il est accepté un peu partout. C'est parce que les acteurs politiques, à un moment donné, notamment ceux de l'opposition, ont mis de l'eau dans le vin. Maintenant, pourquoi ils refusent d'opérer des réformes? Pourquoi on tire sur la sonnette d'opérer des réformes? Faure Gnassingbé refuse. C'est là où moi je ne comprends pas. Maintenant, est-ce que c'est le président Faure Gnassingbé qui refuse d'opérer les réformes? On se souvient encore de cette déclaration-là, juste après le rejet du projet de loi introduit par le gouvernement, quand on prend le président du groupe parlementaire UNIR qui a dit que c'est l'opposition qui a refusé de faire des concessions. Non, en matière de réforme, qu'est-ce que vous appelez concession? Parce qu'on estime que quelque part, il a été écrit, il a été dit que le président de la République doit être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mais je fais observer également que c'est pas une telle déclaration où ces propos sont contenus dans la Constitution de 92 qui a été toilettée. Mais je ne sais pas par quelle alchimie, c'est le pouvoir même qui a ramené ça. Maintenant, on demande à ce que après un dialogue. Après un dialogue, bien sûr. Et c'est le gouvernement qui a pris l'engagement d'opérer des réformes. Je fais également observer qu'au lendemain de la nomination du Premier ministre actuel, d'abord, cette question de réforme, c'est ça qui a fait démissionner M. Humbo dans le temps. On ne voudrait pas en parler. Parce que M. Humbo... Ça n'a pas été dit, il n'y a pas eu... non, on est journaliste, on a fouillé. Parce qu'on n'a pas eu de déclaration officielle, mais on a fouillé. Lorsqu'on est journaliste, il faut aller vers la source, il faut bien investiguer. Oui. C'est parce qu'il y a certains que nous appelons aujourd'hui des sécurocrates autour de Faure Gnassingbé, et d'autres qui sont un peu, entre guillemets, des modérés, qui veulent quand même qu'on opère des réformes pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais devant tout ce qu'on a connu, finalement, M. Humbo, ancien Premier ministre, a démissionné, il a rendu son tablier, il a quitté. Même dans cette histoire même de torture, où la CNDH a publié des rapports, on a cité énormément de gens. Comme quoi, ce sont eux qui sont à la base de tout ce qu'on a connu. Mais bizarre que ce sont ces gens-là qu'on nomme aujourd'hui à la tête même des garnisons. Donc, vous comprendrez aisément qu'il y a là une question de volonté politique qui, moi, à mon sens, si Faure Gnassingbé n'arrive pas à parler de ça, parce que une cour constitutionnelle dans un pays est à la hauteur de la mêlée. C'est la chambre des sages, comme on l'appelle. Les cours constitutionnelles, c'est le gardien des us, qu'on appelle, c'est le garant de la Constitution. Le gardien du temple. La Cour constitutionnelle ne peut pas se lever et faire une déclaration. Non, c'est Abdou Assouma qui a fait la déclaration. Oui, Abdou Assouma a fait la déclaration. Il y a des membres de la Cour. Je suis membre de cette Cour constitutionnelle. Je sors également une autre déclaration pour dire je vais à l'encontre de ce que M. Assouma a dit. Si M. Assouma a dit tout cela et que les autres sont tués, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans un ensemble pour parler de cette histoire des réformes qui est relevée maintenant, qui est retournée au calendrier grec. Non, c'est pour dire tout simplement que... Ce n'est pas évident, parce que ce que M. Abdou Assouma a dit, je pense que c'était une déclaration personnelle et non une déclaration qui engage la Cour constitutionnelle, puisque c'était à la suite d'une interview que le monsieur s'est laissé aller à ces déclarations. Donc, disons que non, je fais observer. M. Abdou Assouma, avant qu'il ne soit reconduit à la tête de... D'abord, en tant que membre de la Cour constitutionnelle, et puis à la tête de cette Cour constitutionnelle, parce que M. Abdou Assouma, je le connais, je ne vais pas le présenter ici. Je le connais depuis le temps des démons, tout le rôle qu'ils ont joué pour que la transition démocratique échoue. On a ces informations-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est parce qu'il est à la merci d'un régime, il sait le régime, et c'est la Cour constitutionnelle qui est chargée de régler les contentieux électoraux. Maintenant, si M. Abdou Assouma se prononce parce que, étant togolais, étant une personne physique, et il donne son avis sur la tenue ou l'efficacité des réformes ou non, je peux comprendre.
Mais quelqu'un qui est président du groupe constitutionnel, je pense que c'est là où je fais observer tout à l'heure qu'il doit être au-dessus de la mêlée. Et il ne peut pas se lever, dire que la question des réformes est retournée, être renvoyée au calendrier, c'est-à-dire après la présidence de 2015. Alors qu'au même moment, les églises ont sorti une déclaration appelant à opérer des réformes. Les ambassadeurs accrédités au Togo, le groupe des 5, ont fait une sortie, ils sont prononcés clairement sur ces réformes. C'est parce que le gouvernement a pris un engagement, les 22 dont je faisais cas tout à l'heure, qui n'a pas été respecté et que l'accord politique global jusqu'à ce jour, il y a encore des reliquats qui traînent, que ce problème se pose. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui est à la tête d'une cour constitutionnelle, qui aujourd'hui en réalité, après la présidence de 2015, est censé régler les contentieux, doit prendre position, prendre parti parce qu'il y a eu une partie qui fait observer, qui déclare comme quoi la page des réformes est complètement tournée et que lui aussi sur, est-ce qu'en sécurité, je ne dirais pas bêtement, c'est là où je dis que c'est inquiétant. Parce qu'au moment où M. Abdou Assouma a été reconduit dans cette cour constitutionnelle, moi j'avais prédit que le monsieur ne va pas aller dans le sens des réformes, ne va pas aller dans le sens à ce que les choses puissent aller de mieux. C'est là où moi je disais que les histoires des élections au Togolais, pour moi, c'est déjà tourné. Parce que M. Abdou Assouma, tout le monde le connaît, on sait que le rôle qu'il a joué dans le temps, je l'ai dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on a également dans ce groupe, le groupe de ces sages-là, des cours constitutionnels, il y a un président, ancien président aujourd'hui de l'université de Lomé, M. Haji Nono, un juriste de renom. Mais pourquoi ne pas le prendre? J'estime qu'il fait partie de UNIR, à mon sens. J'estime qu'il peut quand même servir UNIR. Mais non, j'estime. Si vous permettez. Donc, c'est là où moi je dis que c'est une question de volonté politique. Donc, s'il faut décamper aujourd'hui cette situation, c'est Fonia Sibé seul qui peut décamper cette situation. Parce que le rôle que Fonia Sibé est en train de jouer aujourd'hui ressemble à ce que Gbagbo a joué en Côte d'Ivoire, au moment où les acteurs politiques se retrouvent. Et chaque jour que Dieu fait, il essaie de les rouler dans la farine. C'est ce que Fonia Sibé fait aujourd'hui. Tout ce qu'il fait, si ça peut l'avantager, il va de l'avant. Si ça ne l'avantage pas, il se tait, il laisse les autres parler parce que c'est lui aujourd'hui qui est ficelle de tout ce qui se passe là. Ibrahim, somme toute interprétation de cette sortie du président de la Cour constitutionnelle ou encore la sortie des églises du Togo ou l'appui des diplomates accrédités dans notre pays, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gages que ces réformes soient opérées avant la présidentielle de 2015? Bon, disons qu'avant la présidentielle de 2015, si j'ai bonne mémoire, il y a une disposition de la CEDEAO qui parle de 6 mois. Voilà, qui stipule que 6 mois avant les élections, on ne peut pas toucher à la Constitution. Mais bon, à moins qu'il y ait parler de consensus. Oui, à moins qu'il y ait un consensus national au niveau des acteurs politiques à toucher certains points de la Constitution. Donc, je pense que ce n'est pas encore perdu. Et c'est dans ce sens que l'Église, disons les 3 confessions religieuses, l'Église catholique, méthodiste et presbytérienne, ont appelé à ce que les acteurs politiques aillent vers ces réformes. C'est la même chose au niveau du groupe des 5, les ambassadeurs accrédités dans notre pays, de l'Union européenne, qui ont aussi appelé à ce que les acteurs politiques renouent rapidement avec le dialogue pour qu'on puisse aller vers ces réformes. Les réformes sont importantes pour notre pays, je le disais tantôt. Mais il faut voir pourquoi ces réformes ont tardé jusqu'alors. Parce que depuis 2006, à la signature de l'accord politique global, il y a eu une volonté manifeste, ça, il ne faut pas se leurrer, de la part de Faure à aller vers ces réformes. De mettre en place un gouvernement d'union nationale et d'aller vers ces réformes. Mais il y a eu à un moment donné ce que nous appelons le boycott de l'opposition. Le boycott de l'opposition a desservi. Est-ce que c'était toute l'opposition? Parce qu'on se souvient oui, quand même que c'est Maître Yaouri Madi Apollinaire Agouibo. À l'époque, c'était l'UFC. Et l'UFC étant hors du gouvernement, n'avait pas milité, travaillé véritablement pour qu'on aille vers ces réformes. Ça a été plutôt une guerre entre l'UFC d'antan et le CAR qui est allé au gouvernement. On taxait même à Maître Agouibo d'être invendu, d'être même acheté par ce gouvernement, le gouvernement RPT de l'époque, et qu'il servait les intérêts du gouvernement RPT. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, les oppositions, c'est-à-dire que les deux partis les plus en vue de l'opposition, l'ANC et l'UFC de l'époque et le CAR, n'ont pas parlé le même langage pour aller vers ces réformes. Il y a eu ce que nous appelons une guerre de leadership entre les deux partis politiques. Ça fait que ça a profité au pouvoir en place, qui a aussi tergiversé, et ça fait que les réformes n'ont pas abouti. Nous le disons ceci parce que
depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé, si l'opposition avait fait bloc et travaillé avec ce monsieur pour aller vers réforme, je suis sûr qu'on aurait arrivé à ces réformes depuis. Parce que l'opposition a plutôt vu en Faure, je ne sais pas, il n'a pas collaboré, je ne demande pas, je ne voudrais pas qu'il y ait une collaboration quand même, mais qu'il y ait un système d'aller vers la modernisation du pays, et l'opposition devait s'engager dans ce vaste mouvement. Mais on a senti quand même l'engagement avec la signature de l'accord RPT-UFC. Non, oui, mais c'est venu tardivement. C'est venu tardivement. L'accord RPT-UFC est intervenu en 2010. Et en 2010, vous avez vu ce qui s'est passé encore avec l'entrée de certains membres de l'UFC au gouvernement et le retrait de la substance même de l'UFC qui est allé constituer l'ANC. Ça voudrait dire qu'il y a eu toujours une guerre de tranchées entre cette formation de l'opposition qui ne parle pas le même langage avant d'aller face à ce gouvernement qui régente la vie de la nation. Donc, d'une part, il y a la responsabilité de l'opposition de n'avoir pas parlé d'un même langage et de n'avoir pas adopté une stratégie commune pour pouvoir faire face à ce gouvernement. Et de l'autre part, il y a eu aussi ce gouvernement qui, à mon sens, a surfé sur la division, les querelles de chefferie de l'opposition pour ne pas aller aussi à ces réformes. Voilà ce qui s'est passé et que jusqu'à présent nous traînons encore avec ces réformes qui n'arrivent pas et qui sont devenues un boulot d'étranglement vraiment à la politique du chef de l'État. Vous avez vu que le chef de l'État avec son gouvernement, ils ont envoyé un projet de loi et ce projet de loi a été salué par tous parce que ce projet de loi, si vous voyez un peu les dispositions qui sont contenues dans ce projet de loi, c'est pratiquement le retour de la Constitution de 1992 voté par la majorité des Togolais. Vous voyez que si jusqu'alors on traîne, c'est que d'une part, il y a l'opposition qui ne veut pas aussi travailler comme l'a dit le président du groupe parlementaire uni. Une stratégie pour pouvoir faire face à la chose, non pas ce que a dit M. Christophe Tiao, ce qu'a dit M. Christophe Tiao, il parlait de ce que nous appelons un accord politique entre acteurs dans les coulisses. Parce que ça, c'était fondamentalement sur des questions concernant la limitation des mandats. Il se disait que la rétroactivité ou non de la loi. Voilà. Donc il se disait que si l'opposition et le pouvoir s'entendaient sur un moratoire, sur l'application de cette disposition de la Constitution, ils pouvaient aller vers ces réformes. Mais moi la lecture que je fais, c'est que il fallait quand même parvenir à ces réformes, quel que soit le moratoire ou bien ce qui a été dit, mais on aurait gagné du temps dans l'application de ces réformes, dans la mise en place de ces réformes, et approfondir les dialogues et aller vers la croissance, l'émergence. C'est tout ce que nous voulons dans notre pays. Nous ne voulons pas rester toujours à l'étape qu'on constate une certaine léthargie dans l'évolution normale du pays. C'est ce que nous ne voulons pas. Voilà, oui, Justin, par rapport aux chances qui restent si réforme doit y en avoir. Non, moi, d'abord, j'aimerais réagir par rapport à ce que mon confrère a dit tout à l'heure, parce que il ne faut pas quand même se leurrer. J'ai l'habitude de dire que dans tout ce que nous avons connu depuis des décennies jusqu'à ce jour, c'est un système qui est en place. Ce n'est pas une question d'une personnalité ou d'une personne physique, mais c'est une question de système que le régime a réussi à mettre en place. Et le régime, dans sa logique, compte régenter, continuer par se requinquer et continuer par diriger le Togo autant d'années qu'il faut. Et je pense que pour en arriver peut-être au chamboulement ou à l'alternance politique, c'est le peuple qui a toujours son dernier mot à dire, quelle que soit l'issue, quel que soit ce que certains pensent aujourd'hui. Les observations sur la réforme, parce qu'on parle des réformes constitutionnelles institutionnelles. Je prends par exemple l'aspect constitutionnel. C'est parce que la Constitution a été modifiée. Si la Constitution a été modifiée, c'est parce que, en son temps, Eyadema avec son groupe ont une intention, l'intention laquelle c'est de se maintenir éternellement au pouvoir. Et si Eyadema le seul à quitter le système est toujours en place. Parce que Faure Gnassingbé, le président de la République, est arrivé au pouvoir dans des situations rocambolesques, décriées par la communauté internationale. Maintenant, dans ce cas-là, il va falloir se racheter. Et c'est ce rachat-là qui a fait en sorte que les acteurs se sont retrouvés pour signer ce que nous appelons l'accord politique global. Mais une fois le monsieur a retrouvé sa légitimité, je l'ai dit, il y a eu volonté quand même de cette opposition à aller vers je fais observer qu'une fois que ces accords ont été signés, c'est là où a commencé peut-être ce qu'on appelle, j'appelle le roubadisme politique.
Parce que tout à l'heure, mon confrère disait que l'opposition a eu une responsabilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est parce que au lendemain de la signature de l'accord politique global, il va falloir mettre sur pied ou en place un gouvernement de transition qui a une mission, une feuille de route, celle d'organiser les élections législatives, un point bas. Maintenant, les partis qui auront une représentativité au niveau du Parlement, ce sont ces partis-là, sur un certain nombre de quotas, qui vont se retrouver et définir la règle du jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a observé? C'est parce que, après la signature, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'accord politique de base, Gbagbo qui l'a piloté, et puis après, l'accord politique global, et c'est le même monsieur qui s'est retrouvé. La discussion qu'il y avait eu, puisque les gens nous suivent, c'est parce que, après la dernière élection, quelle qu'elle soit, que ce soit législative, que ce soit présidentielle, quel est ce parti-là qui vient, même si on estime que les résultats proclamés ne sont pas les résultats vrais? C'est l'UFC dans son temps. Donc l'UFC estime à son niveau que, en réalité, s'il doit y avoir partage de pouvoir, une fois que Paul Nassingbe est au pouvoir, donc le poste de Premier ministre doit revenir à l'UFC. Ce qui n'a pas été le cas, on était parti chercher peut-être une troisième force qui n'est autre que le cas. C'est là où l'UFC n'a pas voulu envoyer des gens au gouvernement. Maintenez le cap, nous allons observer une très courte pause et revenir juste après ceci. Retour ici en studio, toujours en direct de KMTB 102.7 FM Radio. KMTB mettant donc de Tokon-Sauter en direction de la ville de Lomé et 16 environs. Nous sommes toujours au plateau de votre émission Grand Jury avec nos deux invités, Justin Anani et Ibrahim Acha. Nous étions avec Justin qui nous expliquait donc les raisons qui ont poussé un tout petit peu à ce qu'on peut appeler refus d'opérer les réformes. Tout à fait. Donc, je disais sans tout, c'est parce qu'on était témoin des événements, il faut quand même l'analyser et en parler à l'opinion. Donc, la nomination de Maître Agboibo a suscité directement des réactions. Au sein de l'opposition. Au sein même de l'opposition. Dans les rangs de l'UFC. Notamment. Et certains n'ont pas jugé bon que Maître Agboibo puisse occuper ce poste-là. Puisqu'on sortait d'une crise. Une crise vraiment qui a dépassé même les limites. Où on a tué des gens. Parce qu'il y a des est mort, son fils est arrivé au pouvoir. Maintenant, il faut essayer de faire table de rave du passé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de partager donc, la force en présence en matière de gouvernance au niveau... Donc, en clair, il y a eu un mauvais choix de pion. Tout à fait. C'est ce qui a fait que... Bon, enfin, selon les acteurs politiques, c'est ce qui a fait que l'UFT a boycotté. Mais quand même, il y a certains qui ont jugé bon d'aller dans ce gouvernement-là. Feu Ama... Mais par après, on a vu le sort qui leur fut réservé. Ouais, ah oui, Feu Ama et puis un certain monsieur Gabriel Dossé-Andron étant de l'UFC qui sont partis dans ce gouvernement-là. Mais par après, moi, je ne vais pas quand même m'attarder sur ce principe-là. C'est parce qu'on a organisé les élections législatives. Le PT est sorti gagnant. Avec le découpage électoral biaisé qu'on connaît tout. Le PT est sorti avec 52 députés, majorité bien sûr au Parlement, à l'issue des législatives de 2007. Mais si tant est qu'il y a cette volonté politique, je pense que le parti qui suit directement le PT en son temps, c'est l'UFC. Et bien après le cas. Mais il y a également d'autres formations politiques qu'on peut appeler des partis politiques extra-parlementaires. Mais il revient au pouvoir, notamment Faure Gnassingbé, en tant que garant de la nation, d'appeler les forces pour dire, voilà, il y a eu une question des réformes sur le tapis. Comment pensez-vous qu'on puisse quand même mettre les dispositions pour arriver à opérer ces réformes-là? Il ne l'a pas fait. On a choisi des gens dans leur coin pour retrouver ce qu'on appelle CPDC. Et certains ont boycotté. Mais au-delà de ça, si vous avez une majorité au Parlement et que la question des réformes s'impose, je prends juste le cas de ce qui s'est passé au Sénégal. Macky Sall, une fois élu, n'a pas attendu l'opposition pour se prononcer, pour opérer un certain nombre de réformes, notamment sur ce qui concerne le mandat présidentiel qui était de 7 ans, qu'il a ramené à 5 ans. C'est là où je parle d'une question de volonté politique. Maintenant, le monsieur ne l'a pas fait. Il a continué la gestion jusqu'en 2010. On a organisé la présidentielle dans les conditions, les gens ont crié, organiser les élections locales, ils refusent, opérer les réformes, ils refusent. Après la présidentielle de 2010, avec tout ce qu'on a connu, mais vous venez de poser une très belle question tout à l'heure. Parce que l'UFC s'est démarqué de son marteau pour aller signer un accord avec le parti au pouvoir en son temps, le RPT, aujourd'hui RPT Unir. Un 26 mai 2010. Mais lorsque vous lisez le protocole de cet accord, vous comprendrez qu'il a été mis dans ce protocole d'opérer des réformes constitutionnelles et institutionnelles et de faire en sorte que le pays puisse connaître l'avancement. Mais il y a également un autre aspect que beaucoup n'en parlent pas. Vous prenez aujourd'hui l'administration, notre administration togolaise est
caporalisé. Et c'est en cela Pas que une le région. Front des Patriotes pour Donc, la démocratie de Dimon aurait appelé aussi à la réforme de l'administration. tout à fait. Donc c'est une question de réforme qui est aujourd'hui sur le tapis. Mais si vous voulez qu'on aille vers l'apaisement, il revient au premier dirigeant. On ne va pas attendre l'opposition. De prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités. C'est là où moi je dis que c'est pour une aspect difficile. Parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui, nous, les Togolais, qu'après qu'il y a déjà passé 38 ans à la gestion du Togo, avec tout ce que nous connaissons, l'état dans lequel le Togo est mis dans un état de délabrement total, son fils est arrivé dans les circonstances que nous savons. Bientôt, il va boucler les 10 ans. Et on dit que, bon, quelque part, il y a une certaine disposition dans la Constitution de 92 qu'on veut ramener, qui limite le mandat à 2, qui parle de l'élection, mot de scrutin à 2 tours, et qu'on pense que le mot de scrutin à 1 tour aussi, c'est également une bonne formule, au-delà de tout, qu'on Paul Nassibé doit se maintenir vite et dame. Donc, en le disant, moi je pense que c'est un peu problème. Il va falloir d'abord que ceux-là qui sont au Parlement, la majorité, puissent accompagner l'opposition après le dialogue, voter le projet de loi qui a été envoyé. Maintenant, sur la question de la non-rétroactivité de la loi ou non, envoyer. Qu'on dialogue. On peut ouvrir un débat sur ça. Où les juristes vont se prononcer. Ça n'a pas été le cas. Ça voudrait dire que, quelque part, Front Nassibé n'a pas la volonté d'opérer des réformes. Maintenant, si le groupe des 5 sort aujourd'hui de son silence, si l'église aujourd'hui se prononce clairement, parce que l'église catholique l'a fait en République démocratique du Congo, en interdisant clairement à Kabila de se présenter. Et si un certain Togolais Nigbin s'était prononcé également, nous allons en parler de ce qui va se passer en 2015. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Front Nassibé a l'obligation de résultat. Le résultat suppose que son papa a mal fait. Il doit marquer l'histoire. En marquant l'histoire, il doit opérer des réformes. Opérer les réformes. De plus en plus, on parle de réformes également. De plus en plus, on parle de candidature unique de l'opposition. Et depuis quelque temps, on avait assisté à la sortie du parti des Togolais qui a investi son candidat Alberto Olympio. Et les 10 et 11 derniers à Lomé, c'est l'Alliance nationale pour le changement ANC qui a investi Jean-Pierre Fabre comme candidat de l'ANC. Est-ce à dire aujourd'hui, Ibrahim, que l'ANC sonne le glas de l'espoir d'une candidature unique de l'opposition, puisque les journaux en ont suffisamment parlé? Oui, c'est de cela que nous avons traité dans notre dernière parution. Vous l'avez également aussi titré, Jean-Pierre Fabre, candidat à la présidentielle 2015, l'ANC brise l'espoir d'une stratégie commune de l'opposition. Effectivement, pourquoi nous sommes allés vers cette conclusion? C'est pour le fait que, en principe, il y a 2 blocs de l'opposition qui sont identifiés, qui sont reconnus et qui animent la scène politique dans notre pays. Il y a la coalition Arc-en-Ciel et le collectif Second de Togo. Donc au niveau de ces 2 regroupements, nous pensons qu'il y a eu déjà un effort pour décanter des potentiels candidats pour aller vers la présidentielle. À quel niveau? Voilà, au niveau de la coalition Arc-en-Ciel. Avec il y a eu le choix, il y a eu le choix de mettre Pévon Doyi comme candidat. Un choix unique, contesté par certains emmerdeurs. Non, il y a quand même le président de la coalition, le président en exercice de la coalition Arc-en-Ciel, qui continue de signer les communiqués au nom de l'Arc-en-Ciel, qui a réagi par rapport à ce choix, qui vraisemblablement n'a pas l'assentiment des composants de la coalition Arc-en-Ciel. Le vrai problème, c'est qu'il faut voir le jeu trouble que certains sont en train de jouer au sein de cette coalition Arc-en-Ciel. Parce que cette coalition, depuis longtemps, a commencé par faire un travail que nous jugeons acceptable sur le terrain, parce que ça réunissait certains acteurs politiques qui ont en vision le modernisme, d'aller vers les réformes dans le pays et surtout garantir une certaine stabilité à notre pays. Et le travail qui se faisait à l'époque au sein de cette coalition était un travail beaucoup plus consensuel. Mais il s'est fait que dès l'annonce du choix d'un candidat unique de cette coalition, il y a certains individus, certaines personnalités de cette coalition qui, à mon sens, ne voulaient pas aller vers une stratégie unitaire, mais voulaient aussi s'affirmer. Puisque vous savez, il y a des individualités au niveau de cette coalition Arc-en-Ciel qui voudraient aussi aller à ces élections. Même si ce n'est pas pour aller faire un score honorable, ils voudraient seulement avoir dans leur curriculum vitae le titre de candidat à une élection présidentielle dans le pays. Et c'est ce qui a fait que le jour même du choix du candidat, du porte-flambeau de cette coalition Arc-en-Ciel, il y a certains qui ont délibérément choisi de rester à la maison
et arguant Eux qu'ils aussi, étaient... eux aussi, ils ont quand même qu'ils choisi étaient- une période arguant festive. qu'ils étaient en train de fêter. Il y a d'autres qui ont choisi ce moment propice pour voyager. Et c'est après qu'ils sont revenus jouer Mais autour du est-ce que fait c'était NSA. le cas quand il s'agissait, je ne vous coupe pas, de la sortie dans l'affaire Targone? On a vu quand même tout ce qu'il y a eu pour ramener les uns et les autres, parce qu'à l'époque, je rappelle que Bassabi Kagbara, président en exercice de la coalition, était également en voyage, mais il était revenu dans l'affaire Targone précipitamment, où il a présidé cette conférence de presse, et Oui, j'y étais également. la lecture que nous faisons tout simplement de ce qui se passe au niveau de la coalition arc-en-ciel, c'est qu'il y a des troubles faits qui veulent saper la dynamique commune. Maintenant, Et quand au on choix de revient maintenant Jean-Pierre au Fabre niveau de du l'ANC, CST, le choix de Jean-Pierre Fabre comme candidat de l'ANC, n'est pas contestable, à mon avis. on a vu quand même toute la joie qui avait animé les Ce n'est pas- congressistes. Effectivement, ce n'est pas contestable, à mon avis, puisque chaque parti politique a droit de tenir son congrès et de définir les stratégies De lutte. les stratégies pour pouvoir atteindre les objectifs que ce parti s'est fixé. Mais le vrai problème qui se pose avec, Avec le choix de Jean-Pierre Fabre comme candidat de l'ANC, c'est qu'il y a déjà un regroupement au sein duquel se retrouvait l'ANC. Donc si on avait dit, on a choisi Jean-Pierre Fabre comme délégué de l'ANC pour le choix du candidat unique du collectif Sauvons le Togo, ça ne frustrerait pas, cela n'allait pas créer trop de frustration. Et le fait au de sein dire ce candidat de collectif. l'ANC, Le fait de dire en même temps candidat de l'ANC à la présidentielle de 2015, ça sape en même temps la dynamique de stratégie unique, de stratégie commune et de candidature unique au sein de ce regroupement que nous appelons le CST. Au CST, il y a des partis politiques, il y a le MRC, il y a comment l'appelle-t-on là, l'ANC, il y a la DI, il y a le PSR. Mais le choix de Jean-Pierre Fabre en même temps comme candidat à la présidentielle, si Adi aussi organisait son congrès et choisissait il y aura un candidat de l'ADI. choisissait Maître Goguet comme candidat à la présidentielle, le PSR en faisait autant, vous voyez ce que ça va entraîner. Et après, peut-être on va confronter les candidatures pour avoir une candidature unique du collectif Sauvons le Togo. C'est peut-être ce qui a manqué au niveau de la coalition arc-en-ciel pour les gens arrivent à la contestation. Autant choisir des représentants du parti pour aller être candidat pour la présidentielle dans le compte du collectif Sauvons le Togo. C'est ce que nous aurons voulu. C'est la démarche. Ça aurait été très clair. Ça aurait été très clair et très simple. Ça aurait été une démarche beaucoup plus humble. Voilà, et Justin, par rapport au choix de Jean-Pierre Fabre, est-ce que vous pensez également que c'est un choix imposant à la classe politique de l'opposition? Un choix imposant, je ne saurais le dire, parce que le parti a tenu, je crois, le 10 et 11 dernier, son congrès ordinaire, et qui marque également le 4e anniversaire de sa création. Ça voudrait dire que le parti, depuis sa création, a posé un certain nombre de bases, un certain nombre de jalons. Le parti évolue aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est naturel pour toute formation politique. L'ANC a tenu son congrès, l'ANC a revisité son statut et tout. Donc, le fonctionnement même du parti, la stratégie à adopter, et je pense que c'est de bonne guerre. Mais au demeurant, lorsque on revient sur cette histoire de la candidature de M. Jean-Pierre Fabre, si vous lisez les recommandations, il a été dit clairement que M. Jean-Pierre Fabre a été désigné par l'ANC à prendre attache avec les autres formations politiques dans l'optique de désigner, de la désignation d'un candidat unique. Ça voudrait dire que ce n'est pas un candidat unique qui a été imposé. Et lorsque vous prenez par exemple le collectif dont fait partie l'ANC, le collectif Sauvons le Togo, dans ce collectif, il a été dit clairement qu'il n'y aura pas deux candidats. Et ils reconnaissent qu'à la tête de ce collectif, en dehors des organisations de la société civile, il y a les formations politiques. Donc, fait cas tout à l'heure, Ibrahim. Mais au demeurant, lorsque vous prenez par exemple MRC de M. Kaboua, vous prenez PSR de Maître Abitessa, vous prenez Adi de Maître Tchabouré et Gogué, vous comprendrez aisément que toutes ces formations politiques parlent d'une seule voix. Et ils ont laissé entendre qu'il n'y aura pas deux candidats au sein de leur groupe. Et vous comprendrez aisément que dans ce collectif, Sauvons le Togo, quoi qu'on dise aujourd'hui, même s'il y a un texte qui est décrié, qui parle de, je ne sais pas, leader de l'opposition, c'est que dans ce collectif-là se retrouve le leader de l'opposition, qui n'est autre que M. Jean-Pierre Fabre. La logique suppose, lorsque vous vivez dans un pays
Et que si tant est que ce pays est un pays démocratique, moi je pense que le Togo n'est pas un pays démocratique. Non, le Togo est le pays n'est pas un État démocratique. On a noté des avancées majeures. Nous parlons avec librement ici. Togo. On allait être baïonnés. Le Togo n'est pas un État démocratique. Non, c'est un État démocratique. Et sinon, on ne va pas refuser de faire des réformes. Et le président de la Cour constitutionnelle ne va pas monter au créneau, prendre parti pour dire que les questions des réformes sont renvoyées au calendrier grec. Pour avancer aujourd'hui des questionnements d'un certain nombre de protocoles d'accords additionnels de la CEDEAO qui demandent à ce que les institutions qui sont habilitées à organiser les élections doivent être des élections indépendantes, impartiales, crédibles. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit parmi ces institutions, même au niveau de la RAC, on commence même pas à menacer certaines radios de fermeture. Moi, je ne peux pas me dire que le Togo est un État démocratique. C'est là, moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Revenons sur la question de la candidature. Donc, c'est pour dire que moi, ça ne m'intéresse guère. Parce que lorsque vous parlez de la candidature unique, chaque formation politique qui est née a une vision. Le leader voudrait quand même conquérir le pouvoir et l'exercer. Si aujourd'hui on se retrouve dans ce questionnement de la candidature unique, c'est parce que c'est une volonté délibérée du pouvoir d'imposer à la classe proposante d'essayer de désigner quelqu'un. Et pourquoi je le dis, j'étais témoin de beaucoup de choses dans ce pays. Je me rappelle en 1993, le corps 2 en pleine campagne, parce que Dem Kodjo, qu'on a désigné, M. Dem Kodjo, et dans un autre camp également, il y a un certain M. Zikri Olympio qui a voulu se positionner. Sa candidature a été rejetée. Maître Agboïbo qui ralliait le camp de Olympio, qui appelait les autres maintenant au boycott. Sachant le danger venir, M. Dem Kodjo en pleine campagne a arrêté de continuer. Qu'est-ce qu'on a constaté? Bien avant eux, il y a des gens fabriqué ses propres candidats. J'ai nommé M. Jacques Amouzou, feu Jacques Amouzou. C'était des candidats indépendants. Indépendants, je parle à la connaissance de cause. Je sais comment ces candidats-là ont été financés, d'où ils ont reçu les financements pour le campagne. Vous avez les preuves? Non, je sais ce que je dis. Personne ne viendra me démentir, me dire le contraire. Donc, à l'issue de tout ça, on a vu ce qui s'est passé. Mais en dehors de tout, il y a certaines formations politiques dans ce pays qui ne mesurent pas grand-chose, mais qui sont présentées quand même aux élections présidentielles. Mais lorsque vous finissez puis vous menez des investigations, vous comprendrez que certainement il y a quelque chose qui est derrière. C'est là où moi je ne me trompe pas. Monsieur Rodrigue, vous allez du Guinéen pour dire qu'il est candidat à la présidentielle que les Togolais n'ont jamais connu. Au lendemain de ce oui, mais c'est normal. Tout Togolais a droit. Je n'en conviens pas. Voilà, au lendemain de ce scrutin, on vous dira que les voix de l'opposition ont été émiettées, divisées. C'est parce que l'opposition n'a pas parlé d'une seule voix. C'est la volonté délibérée du pouvoir. C'est là où moi je dis. S'il faut véritablement... Est-ce que c'est le pouvoir qui empêche l'opposition de parler d'une seule voix? Je ne dis pas que le pouvoir empêche. Nous sommes dans le giron politique. Dans le giron politique, il se passe beaucoup de choses. Dans les accords politiques, il se passe beaucoup de choses que vous et moi ne sommes pas censés forcément maîtriser. Et c'est là où moi je dis qu'on peut... je suis milliardaire, je suis au pouvoir. Je peux fabriquer le candidat pour mettre de bâton dans le roue du candidat potentiel. Il suffit tout simplement... Même lorsque je parlais de ce fait... que le Togo n'est pas un État démocratique. Vous pensez que dans un État démocratique, lorsqu'on parle des élections, on va aller chez les populations, leur distribuer de l'argent, les vivres, le vélo, les taux, et tout. Je ne pense pas. C'est au nom du développement. C'est en violation flagrante d'ailleurs du code électoral. Et dans ce cas, la Cour constitutionnelle se prononce et sanctionne. On l'a fait en 2005, on a tué des gens, on a distribué des vivres, on a fait tout et tout. La campagne à l'américaine, d'accord, en 2010, ça a été fait. On a délogé la CENI. Au niveau de Togo 2000, on était parti chercher les présidents des CENI ou autres, on les a transportés dans l'avion. C'est M. Bourdina qui a joué ce rôle-là. Après, on a eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'informations à ce que concerne tous ces éléments-là. C'est pour vous dire que moi, je ne m'inscris pas dans ces logiques des élections, tout et tout. Mais si tant est qu'il doit y avoir l'alternance politique, je le dis d'habitude, le peuple a l'obligation de prendre son destin en main. C'est tout. Et c'est le choix. Parce que je ne pense pas qu'un régime, un parti politique qui est au pouvoir, qui ne veut pas céder, un régime qui refuse d'opérer des réformes malgré des cris des partenaires, des bailleurs, malgré les cris de l'Église, malgré tout ce qu'on pense, l'état dans lequel le pays se passe, parce qu'on refuse de faire les réformes, parce que si on nous paie les réformes, la conséquence directe, c'est parce que c'est le départ du régime, et que dans ce cas-là, on vous dit, on va organiser des élections. Tantôt, c'est l'opposition qui se tire, c'est parce qu'on dit celui-ci est plus important que l'autre. Mais quoi qu'on dise, si vous prenez par exemple le test là, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est qui le leader le chef de file de l'opposition? C'est M. Jean-Pierre Fabre. Le bon sens voudrait que si quelqu'un veut aujourd'hui, pense véritablement à la tenance politique, pense au peuple,
il n'a pas à faire que d'autres choix que de s'aligner derrière celui qu'on appelle le chef de file de l'opposition. Mais si tant est que cette volonté-là n'y est pas, ça voudrait dire que, comme Ibrahim l'a dit, certains sont prêts à jouer le tout fait. Mais moi, je fais également, vous savez que lorsque vous écoutez aujourd'hui l'opinion, les gens ne sont plus prêts peut-être à accepter hier ce qu'ils ont accepté. C'est là où si on tire sur la sonnette d'opérer des réformes, faire en sorte que la présidentielle de 2015 soit une élection apaisée, il va falloir que les dirigeants attendent raison. En le faisant, je pense que c'est le Togo qui sortira grandi. C'est le Togo qui sortira dans la situation peut-être que c'était essaie de prédire aujourd'hui qu'on ne souhaite pas, malheureusement. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, les donnes ont changé. En 2005, en 2010, les donnes qu'on vivait, qu'on envisageait n'est plus possible aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes hautement dans une région aujourd'hui où les armes circulent. La sécurité est grandissante. On braque les gens au quotidien. Les armes circulent même dans notre pays. Ça n'arrive pas dans c'est là où moi je même dis. Si les attaques se multiplient. Oui. C'est là où moi je dis qu'il va falloir que les acteurs politiques, notamment ceux qui sont aux affaires, entendent raison pour éviter le pire à notre pays. Ce qu'on nous En tout cas, c'est, je crois, la prière du peuple togolais et vous serez d'accord avec moi que le Togo mérite d'être épargné de cette situation qui ne laisse nullement de chance à une vie décente dans les pays voisins ou autres que les pays d'Afrique de l'Ouest. Ceci étant, parlant de l'organisation ou de la transparence de l'élection présidentielle de 2015, ça passe par l'organe qui l'organise et c'est bien sûr la CENI qui a son bureau depuis hier et c'est Tafa Issifou Tabiou qui a été élu 10 voix sur 11 présidents de cette CENI. Il est de l'AEP, association, quoi, je ne sais, et il est de la société civile, et suivi donc de son vice-président Bemba Nabourema de l'ANC, et premier rapporteur Yao Daté du COPED, et deuxième rapporteur Baoubadi Bakaï Unir, donc l'ancien procureur de la République. Rapidement, commentaire autour de ce vote consensuel du bureau de la CENI. Oui, bon, si vous permettez, avant d'en arriver là, nous parlions de la stratégie commune de l'opposition et du rôle de l'opposition dans l'état actuel de la politique au Togo. Et je le disais, et je le répète encore, la guerre de leadership au sein de l'opposition a beaucoup sapé cette lutte de cette population courageuse togolaise que tout le monde remarque actuellement. Vous savez, quand on parle de la guerre, de leadership, d'aucuns pensent que c'est le pouvoir qui fabrique des troupes faites pour venir semer le bordel au sein de l'opposition. Non, l'opposition doit savoir avec qui composer. L'opposition doit savoir avec qui composer, avec qui aller vers cette dynamique de lutte contre le pouvoir. La méfiance s'installerait. Non, il n'y aura pas de méfiance, mais il s'agit seulement de voir ceux avec qui nous pouvons développer des stratégies. Choix judicieux des amis. Choix judicieux. Vous ne pouvez comprendre. Non, on peut le comprendre. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer Justement, que si Olympio du jour au lendemain a changé de veste, à aller maintenant regagner à mes bagages, qu'est-ce qui a toujours combattu prendre des qu'est-ce qui a amené à ce choix de justice? Non, on n'est pas l'idée comme ça. On n'est pas l'idée comme ça. Actuellement, quand je prends on n'est pas l'idée comme ça. On nous a dit dans ce pays que c'est des partis jumeaux. Mais il a fallu seulement qu'il y ait le vote, le choix de certains représentants, des membres de l'ANC pour aller à la CENI. Mais Adi est sorti de second. Car quand vous êtes un parti jumeau, ça voudrait dire que vous partagez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes objectifs. Quand on choisit que ce soit quelqu'un ou de l'ANC, c'est également un rôle de tout. C'est là où moi je dis que vous ne pouvez pas comprendre. C'est là où nous disons que l'opposition doit savoir jouer son rôle. Il parlait du leader de l'opposition, qui est Jean-Pierre Fabre. Personne ne le conteste, c'est la loi même qui a institué cela. À la suite, il y a quand même le quart qui le conteste. Ouais, mais ça fait le problème. Mais à la suite des élections, législatives de 2013, c'est l'ANC qui est venu en deuxième position. Le CST. Non, je dis bien l'ANC. Les candidats de l'ANC, les députés portants, les tendances ANC, c'est l'ANC qui est revenu. Le bon sens voudrait que, même s'il n'y a pas le test, le bon sens, c'est que c'est Jean-Pierre Fabre qui doit être le leader de l'opposition. Revenons à la CENI. Jean-Pierre Fabre doit savoir dorénavant avec qui composer. Ça, il faut que nous le disions. Ça, c'est un appel. C'est un appel. Maintenant, revenons à la CENI. Pour qu'à la longue, il ne soit pas déçu, il ne soit pas confronté à des scènes de traîtrise, de trahison qui vont saper la dynamique de la lutte de l'opposition. Ça, il faut qu'au niveau de l'opposition, qu'il y ait vraiment ce travail de nettoyer de l'écurie.
pour qu'on redéfinisse vraiment ceux qui sont porteurs de cette valeur de lutte pour la transparence, de lutte pour l'alternance, de lutte pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Revenons à la CENI. Nous savons que M. Tafa Tabiou fait partie des candidats, disons, ou bien des acteurs de la société civile qui sont allés à la CENI. Donc, si c'est un homme il était président de la CENI en 2010 et vous connaissez l'histoire. Il y avait eu l'histoire de signature avec l'ex-présidente Angela Giga, la signature sur des kits électoraux. Non, ça c'était le papier. Donc, que celui support qui était déjà fait, et ils ont voulu économiser. Ils n'avaient pas voulu détruire ce support et pouvoir en faire d'autres cartes. Ça, ce n'est pas, maintenant, on peut les utiliser. Ce n'est pas une polémique, on peut les utiliser comme on peut ne pas les utiliser. Parce qu'il faut aussi, avec l'évolution du monde, refaire aussi de nouvelles cartes pour assurer la crédibilité et surtout la transparence de ces élections. Ça fait partie aussi des mesures sécuritaires pour pouvoir garantir une élection apaisée, transparente et crédible. En une minute, par rapport au consensus qui a régné dans le choix du bureau, des membres du bureau. C'est ce que nous disons. Ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, dans le choix des membres de la CENI, nous tous nous l'avons salué. C'était un sursaut patriotique de la part de nos élus du peuple. Ils ont compris que l'urgence par rapport à ce qui se passe, ils ont compris qu'il fallait quand même aller directement vers le choix de ces membres de la CENI, composer la CENI et donner vite le plein pouvoir à cette CENI d'organiser les élections. Parce que vous venez sans savoir qu'avant même l'institution de cette CENI, il y a eu des actions qui étaient déjà menées au niveau du ministère de l'administration territoriale. Parce qu'il y a eu, comment l'appelle-t-on, la réception des kits. Les kits ont été commandés par le gouvernement et le gouvernement a mis ses kits à la disposition de la CENI. Il y a eu aussi la formation des agents d'appui qui devaient procéder au recensement des électeurs. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites là-bas sans que les acteurs politiques qui sont concernés par les élections soient devant tout ce qui se faisait. Donc maintenant qu'on a la CENI, soit témoin. Bon, maintenant qu'on a une CENI consensuelle, et c'est ce qu'ils ont fait parce qu'aucune organisation ne peut travailler sans avoir un bureau directeur. C'est ce qui a été fait la dernière fois. Et Tafa Tabiou a été nommé, a été désigné. Élu. Bon, disons élu au sein des membres composant cette CENI. Et comme président de la CENI et le vice-président de cette CENI est un homme de l'ANC. Ça donne déjà un gage de confiance de la part de cette CENI. Parce qu'avec la présence d'un vice-président de l'ANC, avec la présence des acteurs venus de l'opposition, de la société civile et même du pouvoir et du gouvernement, on sent quand même qu'à l'unisson, il y a cette volonté d'aller vers ces élections et de façon beaucoup plus responsable, d'aller vers ces élections pour qu'il y ait la transparence, pour qu'il y ait vraiment la crédibilité au cours de ces élections. Mais ce que nous allons demander, c'est que chemin faisant, que chacun joue le bon rôle. Que chacun joue le bon rôle, que chacun essaie de voir l'intérêt supérieur de la nation. Que les gens ne se bornent pas par rapport aux calculs politiciens ou bien par rapport aux intérêts égoïstes, vouloir saper le bon fonctionnement de cette institution. C'est ce que nous ne voudrons pas. Voilà, Justin, ce sera la dernière intervention et c'est autour de cette élection consensuelle du bureau de la CENI. Bon, élection consensuelle, moi je ne saurais le dire, parce que lorsque moi j'ai eu l'information hier, je commençais par analyser, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a eu dans ce pays un problème de signature de M. Tafa Tabiou qui a présidé la même CENI en 2010. Donc au cours des délais législatifs. Parce que Mme Makiga, qui était la présidente, était habilitée à signer. Mais c'est bizarre que cela puisse paraître, c'est la signature de M. Tafa Tabiou qu'on a retrouvée. On nous a dit qu'on a convoqué, on avait commandé un lot de cartes et qu'on ne pouvait pas détruire. Voilà, donc ça suppose que lors de la présidentielle prochaine, on a encore commandé l'eau de cartes sur la signature d'avant de M. Tabiou. C'est pourquoi on a passé par tous les moyens pour le maintenir maintenant en tant que président, pour qu'il n'y ait pas de grabuge. Attention, moi j'analyse la situation. Oui. Parce que moi je ne peux pas comprendre je ne pense pas que ce soit le cas. Non, en 2010, le monsieur a présidé la CENI. Oui. Avec tout ce qu'on a connu comme conséquence, j'ai fait observer tout à l'heure qu'on a pu déplacer les gens et tout. Encore une minute. Avec tout ce qui n'a. Moi je ne dirais pas que les élections de 2010 ont été transparentes. Sincèrement, je le dis. Maintenant, en le faisant, chemin faisant, on s'est retrouvé en 2013 avec les législatives, les cartes d'électeurs avec tous les documents qu'on avait retrouvés, qui ont été quand même enregistrés dans des supports ordinateurs, portaient la signature de M. Tabiou. Mais ça a été décrié. Aujourd'hui, le même monsieur est revenu sur Tabiou. Ça voudrait dire qu'on a encore fabriqué des trucs en son nom et qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas détruire.
Je ne sais pas de quel consensus Il y a quand même l'aspect économique. Moi, j'analyse. L'Union européenne. L'Union européenne. Oui, je ne sais pas. L'Union européenne. Non, il y a quand même. Monsieur Tabiou, on dit aujourd'hui qu'il est de la société civile. Entre guillemets, moi je doute. Mais au demeurant, moi je pense que peut-être que l'opposition a été flouée. Moi je serais à leur place. Le régime au pouvoir peut désigner quelqu'un. Je rappelle que l'élection pour présider. Moi je pense plutôt qu'on peut désigner quelqu'un peut-être de l'UNI pour présider, comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Mais pas M. Tabiou. Si en le faisant comme ça, je suppose que déjà il y a eu quelque chose qui est déjà tramé, qu'on voudrait cacher au Togolais et puis on le maintient. En tout cas, vous avez compris les minutes qui nous sont complètement épuisées. Merci donc à nos invités. Merci à Ibrahim Macha. Merci à Justin Anani. Merci à Malice Magloire qui a assuré la technique et la mise en onde. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivi. Bien de choses où que vous soyez. Retenez tout simplement qu'il s'agit de l'avenir du peuple togolais et c'est pour ça que nous sommes engagés et nous en parlons. Si vous êtes avec nous, soyez à l'écoute tous les jours et permettez à ce que toutes nos pierres soient apportées à la construction de notre cher pays, le Togo. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne journée. Au revoir.